Le temps ne s'arrête pas. Mais comme des photos qui en fixeraient des images, la série Québec se souvient en retient certains moments qu'elle veut rappeler à notre mémoire. La fête de la Saint-Patrick, en partie sécularisée, est un prétexte parfait pour commémorer certains épisodes de l'histoire. Celle des citoyens de Québec aux racines irlandaises. Dès la Nouvelle-France, des soldats irlandais combattent au sein des forces françaises. Au 19e siècle, provoqués par les catastrophes qui frappent leur pays, des vagues d'immigrants venus d'Irlande débarquent à Québec, beaucoup pour y demeurer. En 1871, ils sont 12 000 à habiter la ville et forment 20 % de sa population. Alors embarquons avec le saint patron de l'Irlande, célébré le 17 mars, et naviguons entre tragédie, festivité et dernière grosse tempête de l'hiver. Où voulez-vous que je dépose ça? Le curé McMahon m'a dit que je trouverais quelqu'un pour m'aider. Vous êtes nouvelle? Je ne crois pas vous avoir jamais rencontré. Je m'appelle Margaret Kelly. Fiona Conroy. Je suis nouvelle. Nouvelle? Oui, madame. Oh, il y a tant à faire dans la préparation du grand bazar de charité. Les pommes, c'est pour ça. Avant, on s'impliquait surtout dans la Société d'entraide Saint-Vincent-de-Paul. Avec ce qui arrive en Irlande et qui se répercute ici, la communauté irlandaise sent le besoin de se lancer dans la fondation d'organisations de charité. Et d'où êtes-vous? Du comté de Kerry, madame. Au sud-ouest de l'Irlande. Je sais où est le comté de Kerry. C'est très beau, à ce qu'on m'a dit. Mes ancêtres en proviennent. Oh, cela a dû être très difficile d'en partir. L'Irlande que j'ai laissée m'a pas beaucoup laissé le choix. Excusez-moi. Fiona, vous voudriez une pomme? J'en rapporterai d'autres. Allez, on dit que nos vergers produisent les meilleurs fruits. Merci, madame. Maggie. Appelez-moi Maggie. Maggie. Ma famille habitait entre Killarney et Kenmare, sur une terre grosse comme rien. Vu que les Anglais ont décrété que les terres des catholiques doivent être divisées entre tous les fils d'une même famille, au lieu d'être passées au fils aîné, on faisait surtout pousser des pommes de terre parce que c'est nourrissant et que ça prend pas beaucoup de place. Notre terre était pas grosse, mais autour, il y avait des lacs, des montagnes, des rivières. On a aussi des lacs, des montagnes et des bois. Ils sont aussi très beaux, mais mon grand-père disait qu'ils n'étaient pas tout à fait du même verre. Certains appellent l'Irlande l'île d'émeraude. Le comté de Kerry a été très durement touché par la Grande Famine. Ça faisait déjà 2 ans que nos récoltes de pommes de terre donnaient rien. Les plants pourrissaient dans la terre, il n'y avait plus assez à manger, les gens tombaient comme des mouches. On dit que la traversée est aussi une grande épreuve. Épouvantable. Vous avez raison. Vos pommes sont pas piquées des vers. C'est les compagnies de navires qui décident les règles pour la traversée. Chaque passager apporte sa nourriture à lui pour le voyage, mais pas plus que 5 livres de vivres. Pour être franche, la plupart sont trop pauvres pour s'en payer autant. Beaucoup embarquent avec vraiment pas grand-chose en espérant trouver la force de survivre à la privation durant tout le voyage. Mais c'est plus d'1 semaine, ça. J'ai passé à travers. Peut-être que les arbres n'ont pas le même verre, mais je suis encore sur mes 2 pieds pour les voir. Puis ils donnent des bonnes pommes.
Dès le 16e siècle, il y avait déjà des Irlandais avec des équipages des navires qui venaient faire la pêche à la morue à Terre-Neuve. Donc, on voit que dès le 16e siècle, la présence irlandaise vient en Amérique du Nord. Ce qui est intéressant de voir sous le régime français, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'Irlandais nécessairement. Les Irlandais qui vont venir en même temps que les premiers colons français sont soit des expatriés des colonies américaines qui ont été chassés à cause de leur religion catholique, ou encore des militaires qui faisaient partie des troupes françaises et qui avaient été pris en Hollande ou ailleurs dans d'autres pays. Jusqu'à la fin du régime français, il y a quelques familles irlandaises à Québec, mais pas de manière importante. Donc, c'est vraiment plus au début du régime anglais et surtout au début du 19e siècle que va apparaître de manière massive une immigration irlandaise. Il faut séparer ça un peu en deux. Il va y avoir 1 million d'Irlandais qui vont arriver par le port de Québec dans la première partie du 19e siècle. Donc, c'est une immigration massive qui se fait dans des grands ports comme Boston, New York et Québec. Les gens passent par Québec parce que c'est l'endroit qui coûte le moins cher pour traverser l'Atlantique. Donc, on accueille ici des 30 000, 40 000, 50 000 immigrants. Première génération d'immigration irlandaise, c'est vraiment à partir des années 1810-1820. On fait le commerce du bois à Québec. On est un grand exportateur de bois et les navires veulent revenir. Puis quand ils reviennent, ils ramènent des Irlandais. Beaucoup d'agriculteurs, des agriculteurs qui vont s'installer, par exemple, à Armagh, à Stoneham, à Valcartier, en dehors du régime seigneurial, et également des gens qui venaient comme domestiques. Il y avait aussi des protestants, c'était mélangé à l'époque, la première génération. Et c'est là qu'on voit apparaître, dans les années 1830, vraiment le premier noyau villageois d'Irlandais à Québec, autour de la rue McMahon. On commence par construire une église en 1833, l'église Saint-Patrick, autour d'un leader communautaire qui était Patrick McMahon. Et on va greffer à ça une école. On va greffer également des équipements communautaires. Cette communauté-là va demeurer, va s'installer, ce qui fait que dans les années 1830, on va avoir 5 à 6 000 personnes qui vont former la première communauté irlandaise à Québec. Dans un deuxième temps, à partir des années 1840, eh bien là, vous savez qu'entre 1847 et 1852, c'est la grande famine en Irlande à cause du problème de la pomme de terre. Donc, juste en 1847, il y a 100 000 immigrants qui arrivent à Grosse-Île, dans un seul été. Donc, à ce moment, ça veut dire que là, c'est vraiment un flot de réfugiés qui débarquent sur les rives. Et à ce moment-là, bien, beaucoup vont mourir durant la traversée. On évalue que 15 au moins 5 à 6 000 personnes sont mortes durant la traversée à cause des mauvaises conditions de traversée. Il y en a plus de 4 000 qui sont morts à Grosse-Île et ces gens-là vont s'installer à Québec et à Montréal. Et c'est là que la communauté irlandaise va commencer à se développer. Ces Irlandais-là qui arrivaient, ils ne restaient pas tous à Québec. Il y en a qui s'en allaient aux États-Unis. Il y en a qui allaient peupler le Canada anglais, entre autres le Haut-Canada, l'Ontario. Mais il y a un certain nombre, 6 à 1 000 par année à peu près, s'installer à Québec. La communauté irlandaise va se développer de plus en plus pour atteindre en 1861 autour de 10 000 personnes. Donc, à ce moment-là, la communauté irlandaise va vraiment s'installer surtout dans le secteur Cap-Blanc. C'est à Cap-Blanc que les Irlandais vont s'installer parce qu'il va y avoir une division naturelle du travail qui va se faire à Québec. Il y avait 2 grosses industries à Québec. Il y avait la construction navale, contrôlée par les Canadiens français, et il y avait les débardeurs, les journaliers de navires qui ont été contrôlés par les Irlandais. Donc, la communauté irlandaise s'est vraiment installée dans un premier temps autour de l'église Saint-Patrick et par la suite à Cap-Blanc. Mes ancêtres à moi proviennent du county Galway. Ils sont arrivés ici, mais je sais qu'en 1833, mon arrière-grand-père, Tobias Burke, vivait à Saint-Raymond. Et je crois qu'il était fermier. Mon arrière-grand-père, lui, avait été le premier sergent de la police provinciale, alors la Sûreté du Québec. Et en 83-84, c'est Pierre-Marc Johnson qui est ministre de la Justice du Québec. Et ils font une cérémonie. C'est l'inauguration d'une fresque dans le mess des officiers à la Sûreté du Québec, sur la rue Partenay. Et ils ont utilisé l'image de mon arrière-grand-père, Michael P. Burke, qui, comme je vous le répète, était le premier sergent de la police provinciale. Quand j'étais jeune, les fêtes de Saint-Patrick, bien, moi, je me rappelle, ma mère, d'abord, qui est une Canadienne-Française, qui était Canadienne-Française, elle s'appelait Bussière. Elle était très fière de nous placer le ruban vert sur nos petits vestons, sur notre linge scolaire, alors qu'on allait à l'école dans la semaine de Saint-Patrick avec nos petits rubans verts. Elle était très fière de ça. On avait une petite fête des Irlandais à l'époque, dans les années 50,
à tout le moins, au Palais Montcalm. On avait une belle fête, un beau spectacle. Et moi, je me rappelle surtout d'un monsieur Leo McCullin. Leo McCullin était un homme avec un grand humour et qui animait ces après-midi-là. Donc, c'est dans la salle d'à côté que vont se réunir les musiciens avant le départ du défilé? Oui, c'est là, mais pas question que tu viennes avant que la messe soit terminée. Oui, Madame O'Sullivan. C'est le premier défilé de la Saint-Patrick depuis 1916 à Québec. Car c'était pas le genre de réjouissance qui était indiqué pendant la guerre. Alors aujourd'hui, en 1921, c'est l'occasion de rappeler que la Saint-Patrick est d'abord et avant tout un festival religieux. Oui, Madame O'Sullivan. Il est temps d'arrimer la piété à l'amusement. Et Émilie, ne me dis pas oui, Madame O'Sullivan. Je crois pas que tu prennes ceci très au sérieux. Oui, mais la Saint-Patrick, c'est quand même aussi la célébration de ce que représente l'Irlande. Le verre, les trèfles, la musique. Et la bière, dont la consommation à outrance est trop largement encouragée par l'esprit de fête, donnant lieu, j'ai le regret de le dire, donnant lieu à des excès. Je ne boirai qu'un petit peu de mousse. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu saisis pas la gravité de mes paroles? C'était quand le premier défilé que vous avez vu, Madame O'Sullivan? Vous avez vu le premier de tous, non? Oh! Émilie, ne dis pas de sottises! Le premier défilé à Québec a eu lieu en 1837 et moi, je suis née très longtemps après. J'étais persuadée que c'était avant. Pas votre naissance, je parlais de la première célébration de la Saint-Patrick. Ça, c'était bien avant le premier défilé. Et c'est à Québec qu'on a fêté la Saint-Patrick pour la première fois au Canada. Et le trèfle, pourquoi l'a-t-on choisi comme symbole? Ça nous ramène à Saint-Patrick. Pour faire comprendre le mystère de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Saint-Patrick a montré un trèfle à 3 feuilles pendant un sermon au roc de Cashel. 3 feuilles, mais un seul trèfle. Et c'est pour ça qu'il est le patron des Irlandais. Au 4e siècle, Saint-Patrick, qui était évêque d'Irlande, y a apporté la foi chrétienne. Tout ça sans faire un seul martyr. Il a laissé en héritage une période de paix civile sur toute l'île. Il va me rester des trèfles. Quand j'aurai fini de décorer ici, voulez-vous que j'aille emporter à la vieille église sur la rue McMahon? Non, d'autres vont s'en occuper. Compte-toi chanceuse d'être ici, sur la grande allée, dans la belle église Saint-Patrick, hein? Un beau bâtiment neuf qui a été consacré seulement en 1914. Oui, Madame O'Sullivan. Je crois bien qu'on va l'avoir, la tempête de la Saint-Patrick. Ça sent la tempête quand les jeunes sont excités comme ça. Au milieu du 19e siècle, la communauté irlandaise de Québec va devenir une des plus importantes dans les villes nord-américaines. Le quart de la population de la ville, plus de 10 000 habitants, sont d'origine irlandaise. Qu'est-ce qui explique cette intégration facile des Irlandais dans la ville de Québec? C'est le fait que Québec est une ville majoritairement francophone et surtout catholique. Alors que dans le reste du pays, aux États-Unis, en Ontario, les Irlandais sont victimes de discrimination, à Québec, ils vont pouvoir s'intégrer plus facilement, malgré des tensions qu'il peut y avoir avec l'Église catholique, ils vont s'installer plus facilement dans la ville de Québec. Donc, comment ils vont s'installer? Ils vont occuper certains domaines dans l'espace public. Par exemple, au milieu du 19e siècle, 2 maires irlandais sont élus à Québec, Owen Murphy, Charles Allen. Donc, déjà, d'avoir des maires, des conseillers municipaux, ça permet à cette époque-là d'engager des policiers, d'engager des pompiers et surtout de prendre le contrôle de certains quartiers comme Cap-Blanc. Donc, à ce moment-là, au niveau municipal, il va y avoir une très, très forte présence irlandaise qui va permettre la mobilité sociale. Et c'est ça qui est intéressant dans la deuxième partie du 19e siècle, c'est que rapidement, les Irlandais vont bien s'intégrer et on va voir même des success stories
des hommes d'affaires importants. Thomas McGreevy est un des hommes d'affaires les plus importants qu'il y a eu à Québec au 19e siècle. Député, entrepreneur, constructeur. Donc, il a construit le bassin Louise, il a construit le Parlement à Ottawa. Donc, des hommes de même, il y en avait. Donc, ça veut dire que des gens qui ont monté progressivement. Il y avait également une présence très importante dans le syndicalisme. Il y a Richard Burke et Richard Leahy sont deux leaders syndicaux qui ont formé un des syndicats qu'on dit les plus importants en Amérique du Nord et les plus solides. C'est la Société bienveillante des journaliers de navires qui contrôlait les débardeurs. Donc, ces gens-là ont construit un syndicat, ce qui était au départ un groupe de secours mutuel, pour s'aider parce que le travail au port de Québec était un travail très, très risqué. Il y avait des blessures, il y avait des maladies, il n'y avait pas de garantie, c'était cyclique. Donc, il va y avoir 2000 membres dans ce syndicat-là qui va faire une grosse grève en 1866 pour faire reconnaître ses droits. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1879, on va avoir une première émeute entre des Canadiens français et des Irlandais. Pourquoi? Parce que crise économique, la construction navale décline à Québec, puis les Canadiens français se retrouvent sur le chômage. Donc, ils veulent aller prendre des jobs de débardeurs. Donc, on va avoir toute une journée d'émeutes, de séries d'émeutes, de conflits, parce que les Canadiens français vont se donner un syndicat, l'Union canadienne, et il va y avoir le syndicat des Irlandais, et là, on va s'affronter. Et comme conclusion, comment on a réglé ça? C'est qu'on a décidé que les bateaux allaient être embordés par 50 de Canadiens français, 50 d'Irlandais. Donc, on disait même que c'était bon pour les patrons parce que ça faisait une compétition des Canadiens français et des Irlandais pour embarquer plus rapidement dans les bateaux. Donc, dans le syndicalisme, un rôle important, dans le milieu des affaires, dans la politique municipale et également au niveau des organisations culturelles. Donc, on pense par exemple à des associations littéraires, librairies, développement donc, culturel de la ville. Et ils se sont dotés également d'un réseau scolaire. Parce que les Irlandais ont toujours voulu avoir une certaine singularité par rapport aux catholiques. Ils n'ont pas voulu s'intégrer dans les paroisses, donc ils se sont donné des institutions qui sont propres. Et ce qui est très intéressant avec cette mobilité sociale-là, c'est qu'à un moment donné, les Irlandais vont quitter Cap-Blanc, qui est un milieu plus pauvre, plus difficile. Et là, ils vont monter dans Montcalm. Ils vont s'installer en Haute-Ville et progressivement dans Sillery. Et c'est là qu'on va voir un transfert du pôle, je dirais, central des Irlandais qui va se faire ici, autour un peu de la rue Salaberry. C'est intéressant, Salaberry, parce que c'est là qu'avaient été enterrés en 1832, dans des fosses communes, les Irlandais qui avaient subi le choléra, qui étaient morts du choléra. Donc, on avait ouvert un grand cimetière pour les cholériques. Bien, c'est autour de ce cimetière-là qu'on va construire l'église Saint-Patrick, le Sainte-Brigitte-Home, Sainte-Passe. Donc, on va recréer en Haute-Ville, dans Montcalm, un peu le même type de village qu'on avait dans Cap-Blanc, mais à ce moment-là, avec une communauté beaucoup plus intégrée, qui a connu une mobilité sociale. Et donc, il joue un rôle très, très important dans toute la ville de Québec. Donc, on voit que, dans le fond, ça s'est déplacé de l'église Saint-Patrick dans le Vieux-Québec, Cap-Blanc dans un deuxième temps pour la deuxième génération, et dans l'autre génération, on est monté en Haute-Ville, et c'est là, finalement, qu'on s'est vraiment intégré globalement à la ville de Québec. Mon nom est Dara Murphy, j'ai 49 ans. Je viens de Dublin, Irlande, et je suis un maçon. Je n'ai jamais fait un autre job, j'ai fait ça depuis que j'ai quitté l'école. Je raconte un autre maçon à Dublin que j'ai travaillé avec avant. Il dit, on juste finir de faire une rénovation dans un pub. Et est-ce que tu veux aller pour une bière ce soir? J'ai dit, OK, oui. Donc j'ai parlé avec, je rencontre lui dans le pub et je parle de lui. Et chaque fois que je tourne ma tête, je regarde une fille avec les yeux bruns qui toujours regarde moi. Après peut-être une heure, chaque fois que je regarde, elle regarde moi.
elle passe moi pour aller aux toilettes. Mais la toilette n'est pas en arrière de moi, la toilette est sur l'autre côté. Mais elle fait un détour autour de la pub. Et quand elle passe, moi, je prends sa main, je dis bonjour, c'est quoi ton nom? Mais ça, c'était 1998. Donc, on a comme une long distance relationship. Donc, à 2005, j'ai reçu mon résidence permanente. J'ai venu à Québec et je propose à elle en face de le Château Frontenac. J'étais allé sur un genou et demande elle pour marier moi. Je demande son père et sa mère avant. Et donc, on était mariés en 2006. On a un gros mariage. Elle vient de Saint-Pétronille, Île-d'Orléans. Donc, on était mariés dans l'église là. Et un gros gang vient d'Irlande pour le mariage. Mais la plus dure chose pour moi, personnellement, c'était la langue, pour apprendre le français. Parce que je suis un peu par-dessus pour les choses comme ça, mais je trouve ça difficile. C'est difficile d'exprimer qu'est-ce que je veux dire. Mes souvenirs de fête de Saint-Patrick en Irlande quand j'étais jeune, il faut être propre, peigner les cheveux, mettre le trèfle, une bunch de shamrock. C'est très simple, mais avec comme une safety pin, avec une ruban vert, blanc, orange. Ou une harpe, une ruban vert avec une harpe en or. Mais ça, c'est le traditionnel insigne de Saint-Patrick en Irlande. Après ça, on allait dans le centre-ville, on prend le bus au centre-ville pour regarder le défi. Mais on n'a presque jamais vu le défi parce qu'il y a trop de monde dans la ville. Mais la seule chose qu'on voit, c'est la tête quelquefois qui passe d'un clown ou quelqu'un qui est déguisé en Saint-Patrick ou quelque chose. J'étais jamais dans une ville qui n'est pas un défi. Non, sans blague. En Australie, partout. Et, 2010, j'étais ici quelques ans. 2010, c'est le premier défi depuis longtemps. Quand on était dans le défi, c'est la quantité du monde sur la rue habillé en vert et qui est fier pour dire on va célébrer Saint-Patrick pour les ancêtres. Il y a du monde ici qui, depuis 5-6 générations qui est, je dois dire ça, est presque plus irlandais que moi. C'est dans les années 1830 qu'a été mise en place vraiment la communauté irlandaise de Québec, par la création de la Société Saint-Patrick, qui au départ regroupait à la fois, ça c'était intéressant, des Irlandais protestants et catholiques. Parce qu'il y avait un certain nombre d'Irlandais protestants à Québec qui étaient déjà plus dans les fonctionnaires, dans les militaires qui étaient à Québec, donc je dirais dans l'élite anglo-écossaise, mais ces gens-là faisaient partie de la Société Saint-Patrick. C'est eux qui ont lancé le banquet de la Saint-Patrick et également la fête de la Saint-Patrick, où il y avait dans la ville de Québec une parade. Et c'est intéressant à cette époque-là parce que la ville de Québec est vraiment divisée en communautés. Les Écossais ont Saint-Andrews, Saint-Georges pour les Britanniques et Saint-Patrick pour les Irlandais. Et en 1840, les Canadiens français, ne voulant pas être laissés gros champs comme devant, ont décidé de créer la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, à chaque moment des fêtes, on voulait montrer notre force politique et sociale dans la ville.
En fait, on assiste dans les années 1980-1990 à un phénomène très intéressant dans la région de Québec. On assiste un peu à une réaffirmation, une renaissance de l'identité irlandaise. Il y avait à l'époque Sœur Mariana O'Gallagher qui écrivait beaucoup de livres sur l'Irlande et qui a poussé pour la réouverture de Gros-Île. Pendant longtemps, Gros-Île était fermé à la visite à la population. On sait que ça a été une ferme expérimentale, il y a eu des expériences là, et les gens ne savaient pas trop ce qui s'était passé à Gros-Île. Et en 1984, en faisant un parc national, on a repris conscience de l'importance de Gros-Île comme station de quarantaine, où la majorité des Irlandais qui étaient arrivés en Amérique du Nord étaient passés, qui avait été, dans le fond, un lieu très, très difficile parce qu'il y a énormément de morts, là, puis tout ça. Donc, à partir de ça, tranquillement, une certaine forme de renaissance irlandaise s'est faite. Il y a eu également le phénomène, dans la fin des années 80, avec la démolition de l'église Saint-Patrick, ici, juste à côté, où là, dans le fond, la communauté irlandaise a dit qu'il faut se ressaisir d'une certaine façon et reprendre en main une fierté de notre identité. Donc, on a vu apparaître dans la ville la croix celtique qui est installée dans les années 90, la Renaissance avec Irish Heritage, qui est une organisation historique, donc qui a repris de la vie, qui a repris du mouvement. Et dans le fond, on est revenu, je dirais, à nos racines irlandaises à ce moment-là. Donc, on a également, dans la ville, affirmé une plus grande présence irlandaise. Donc, on a commémoré différents endroits dans la ville où les Irlandais avaient été présents, soit à l'église Saint-Patrick, soit dans Cap-Blanc, ou encore dans la Haute-Ville de Québec. Donc, on assiste là, à la fin du 20e siècle à vraiment une réaffirmation et on le voit avec la popularité qui revient parce que la parade de la Saint-Patrick, parce qu'on sait que les parades de la Saint-Patrick avaient commencé en 1837 avec la naissance de la Société Saint-Patrick, bien, elles vont renaître tranquillement, elles vont reprendre du poil de la bête. Moi, j'ai eu la chance d'être président 2 années et j'ai été grand marshal aussi. Moi, je pense que ça aussi, ça a été une belle révélation de l'amitié que les Québécois francophones ont pour nous, les Irlandais. Alors, nous, on est des descendants d'Irlandais, mais le jour de Saint-Patrick, on est tous Irlandais. Qu'on soit francophone, qu'on n'ait même pas de sang irlandais qui coule dans nos veines, on est Irlandais. Et c'est ce qui est merveilleux avec le défilé de la Saint-Patrick depuis maintenant plus de 10 ans, où cette journée-là, tout le monde porte du vert, tout le monde est heureux. L'idée venait initialement de Peter Farrell. Peter Farrell qui est né à Dublin, si ma mémoire est bonne. Et Peter Farrell avait des clients qui étaient francophones. Et je pense ici à un gars comme Félix-Antoine Paradis, je pense à Vincent Matt. Ces gens-là étaient là à l'époque. Et ils ont embarqué avec Peter Farrell. Peter a contacté la ville de Québec. Et je me rappelle, ma fille allait à ce pub-là. Et quand elle me dit la première fois, « Papa, il va y avoir un défilé de la Saint-Patrick à Québec. » Je ne sais pas c'est quoi qui vous servent là-bas, mais c'est fort en tabarnouche parce qu'il n'y en aura pas de défilé de la Saint-Patrick. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie, là, puis je suis né en 1950. Alors, j'étais certain que ça n'arriverait pas. Et voici que, il y a eu un défilé. Puis en plus, on a eu New York Pipes and Drums, qui était exceptionnel d'avoir les colonisiers de New York qui sont venus. Et par la suite, on a eu Boston qui s'est rajouté, on a eu Chicago, on a eu Toronto et on a eu Philadelphie. Ça, c'est grâce à cette grande amitié qui lie les Irlandais avec les Canadiens français. Et aujourd'hui, dans le fond, ce qui est intéressant, compte tenu de ce que j'avais dit, qu'à Québec, la facilité que les Irlandais avaient à s'intégrer à cause justement de cette communauté religieuse qu'il y avait avec les catholiques, avec les Canadiens, qui a facilité leur intégration, eh bien, ça a amené, dans le fond, une effervescence, une renaissance irlandaise qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se sent un peu irlandais.